La double cérémonie d'installation du premier sous-préfet et de remise des clés du bâtiment réhabilité de la nouvelle sous-préfecture de Gbango-Guinée, localité dense située dans le département de Biankouma, a donné lieu à une grande fête qui a rassemblé tous les cadres de la région. Profitant de cette occasion, le doyen des cadres de la région, l'ancien président de la Cour suprême, Tia Kone, a imploré le pardon du président de la République, Alassane Ouattara. Il regrette l'arrêt qu'il a dû prendre le 6 octobre 2000 alors qu'il était encore président de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de Côte d'Ivoire. Aussi me paraît-il impérieux, dans ce cadre, d'enrayer dès à présent l'abcès relationnel existant entre le président de la République et son frère que j'ai toujours été et que je suis demeuré malgré les apparences à propos de l'arrêt numéro E001-2000 rendu par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de Côte d'Ivoire en son audience du 6 octobre 2000 que je présidais. J'ai décidé de revenir en effet sur cet arrêt dans le simple souci de lever tous les malentendus que la dite décision n'a pas manqué en son temps et même aujourd'hui encore de susciter dans le pays. Et pour cela, il importe de se placer dans le contexte de la crise économique rampante de l'époque, dont les solutions idoines tardent à venir de l'intérieur, au point que tous les espoirs étaient tendus vers l'extérieur, d'où pouvait nous provenir un fils prodigue, plein de science et de connaissances, pour abréger nos souffrances. Il n'était point question dans cette pathétique attente de rejeter ipso facto de nos rangs de fils du pays un ancien directeur général adjoint du FMI pouvant de toute évidence être cet artisan du regain de notre dignité et de notre grandeur nationale en perdition. À cet effet, j'affirme qu'il n'a jamais été dit dans l'arrêt du 6 octobre 2000, et je le dis aujourd'hui solennellement, que M. Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Personne ne l'a dit. Cet arrêt, à notre grand regret, nous le savons, a causé un tort certain aux concernés, à sa famille et bien d'autres Ivoiriens. Je voudrais ici solennellement m'en excuser pour tout le désagrément que cela a pu causer durant toute cette période à ce jour. Aujourd'hui, la preuve est faite en effet que le président de la République est un Ivoirien qui a un profond amour pour sa patrie et qui engage en ce moment même notre pays sur de nombreux chantiers du développement en vue de faire de la Côte d'Ivoire une nation de paix et de prospérité. Aussi voudrais-je porter à la connaissance de mes collègues ce qui précède et recommander fermement que l'honorabilité du président de la République soit rétablie au plan judiciaire. Je me tiens, je le réclame ici, je le proclame solennellement à la disposition de la nation entière pour y contribuer. Il n'est donc, et je le répète, l'ombre d'aucun doute que l'acte juridictionnel concerné n'avait dénié d'aucune manière la nationalité ivoirienne au candidat Alassane Ouattara. Tia Kone a indiqué que l'article 35 de la Constitution sur lequel son arrêt s'est fondé en 2000 était en lui-même porteur de germes conflictuels. Pour être complet, dans ma démarche d'association à la recherche de la réconciliation nationale, il me faut, sans en épuiser le sujet, parler aussi de ce que je crois être un point de friction dans les rapports juridiques des citoyens ivoiriens entre eux. À l'époque de l'arrêt précité, nous avons été sans surprise confrontés à une véritable incongruité textuelle
dans l'application de l'article 35 de la Constitution, en y découvrant les éléments d'une malheureuse stratification sociale fondée sur une illusion aux allures démagogiques. En effet, que lit-on dans ce texte au demeurant fondamental? On y lit ceci. Le candidat à l'élection présidentielle doit être ivoirien d'origine, de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine, etc. Fin de citation. On relève très rapidement que ce concept est tout à la fois absurde et inique. Il est d'abord absurde d'un point de vue simplement historique, car l'histoire nous enseigne que si la Côte d'Ivoire a été découverte vers les années 1894, ce territoire, dont même le nom a évolué dans le temps, n'a acquis la souveraineté nationale avec ses atouts d'acquisition de citoyenneté qu'avec l'indépendance survenue seulement en 1960. Avant cette date, il n'est nul doute que les habitants du pays, s'ils avaient une nationalité, celle-ci n'était nullement ivoirienne. Alors dire en l'an 2000 que pour être président de la République de Côte d'Ivoire, il faut que le candidat soit ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine, veut dire qu'il doit être plutôt âgé d'au moins 40 ans, c'est-à-dire en se plaçant en l'an 2000, qui doit donc être né en 1960, doit être de père et de mère de même âge que lui-même. Sinon, comment pouvaient-ils, ses parents, avoir une nationalité qui n'existait pas à l'époque de leur naissance? Mais ce qui était vrai pour les parents l'était aussi pour les candidats eux-mêmes, puisqu'ils étaient tous nés avant 1960, à l'époque coloniale, sous la qualité de citoyens français, ou à tout le moins, pour certains, de sujets français. Finalement, à l'analyse exhaustive du dossier, nous avons relevé qu'aucun des candidats n'était né ivoirien d'origine, encore moins de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Nous avons dû, mesdames, messieurs, à défaut de pouvoir agir autrement, procéder par raisonnement elliptique, c'est-à-dire par transposition du présent au passé, pour réussir à faire admettre que ceux qui habitaient ce lopin de terre, anciennement français et devenu par la suite République souveraine de Côte d'Ivoire, étaient déjà des Ivoiriens, ce qui de jure ni de fait ne l'était nullement. Mais si ce concept est absurde, il est tout aussi inique. Parce que, comportant les germes d'une répartition inadmissible des Ivoiriens en plusieurs catégories, contrairement au code de la nationalité qui, lui, se contente du simple minimum que l'un des deux parents soit ivoirien, et cela en ces termes. Est ivoirien l'enfant légitime ou légitimé, né en Côte d'Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers, ou l'enfant né hors mariage en Côte d'Ivoire, sauf si sa filiation est légalement établie à l'égard de ses deux parents étrangers ou d'un seul parent également étranger, ou l'enfant légitime ou légitimé né à l'étranger d'un parent ivoirien, ou encore l'enfant né hors mariage à l'étranger dont la filiation est légalement établie à l'égard d'un parent ivoirien, articles 6 et 7 jumelés du Code de la nationalité, fin de citation. D'où vient dès lors que l'on crée de toutes pièces une catégorie ultra privilégiée d'Ivoiriens qui auraient seuls désormais le droit d'être candidat à l'élection présidentielle, c'est-à-dire l'enfant né ivoirien d'origine, de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Ce concept comporte donc en son sein
les germes d'une pernicieuse opposition des populations susceptible de ruiner l'équilibre et l'harmonie nationale, dont l'admission n'a été rendue possible, en mon sens, que par le jeu des manipulations politiciennes à des fins inavouées. Car comme à comprendre qu'à l'ère où les Ivoiriens voient leurs enfants parcourir le monde, à la recherche du savoir-faire éminemment important pour le pays, d'où ils ramènent des âmes sœurs et des enfants subséquents, acceptent de s'enfermer sur eux-mêmes dans une tour d'égoïsme par le jeu d'un rejet systématique de leur propre progéniture. N'est-il pas une constance humaine que d'admettre que chacun de nous projette dans son propre miroir qu'est son enfant les reflets ardents de ses rêves et de ses illusions inassouvies? Nous avons dès lors relevé que ce texte était perfide et mauvais. Et en l'appliquant par devoir de juge, nous l'avons en même temps méconnu dans sa disposition essentielle, dans l'espoir que l'avenir permette d'en relever les aspérités en vue d'en aplanir les mordants. Pour cela, l'ancien président de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême souhaite la mise en place d'un comité de réflexion et de réforme constitutionnelle. Aussi m'apparaît-il judicieux de dire aujourd'hui au chef de l'État du haut de cette tribune, entouré que je suis en ce moment de tous mes parents qui m'approuvent certainement, que dans sa quête inexorable d'harmonie et d'équilibre social, donc finalement de réconciliation nationale, il faut qu'il prenne en compte cet aspect pernicieux de notre loi fondamentale qui est l'un des points d'achoppement du clivage de nos populations. Un comité de réflexion et de réforme constitutionnelle doit donc pouvoir être mis en place pour l'entame de l'importante tâche de recherche de moyens d'entente globale entre tous les citoyens de ce pays qui n'ont guère besoin de se distinguer les uns des autres dans cette magnifique quête d'édification nationale s'imposant à eux tous de manière légitime comme un devoir commun et sacré. Dans cette perspective, la loi à intervenir devra éviter de maintenir la confusion malheureusement faite par l'ancienne entre la qualité pour agir qui est par essence innée, de la capacité pour agir qui, elle, est acquise, de sorte que si la seconde pouvait s'accommoder de toute restriction contingente opportune, la première ne soit soumise qu'au seul principe d'égalité parfaite entre tous les citoyens. Telles sont résumées les quelques réflexions et précisions qu'il m'apparaissait utile et judicieux de faire dans l'intérêt d'une parfaite compréhension de certains actes et attitudes vécus dans un passé récent, dont les effets ruinent encore malicieusement l'harmonie de nos affections. Monsieur le ministre des Affaires présidentielles et chers frères, ayez à cœur de dire au chef de l'État que comme je le lui avais promis lors de ma visite fraternelle à lui faite au Golfe quand il y résidait encore, je me tiendrai toujours à sa disposition et à celle du pays, partout où le destin me trouvera, pour l'aider à réussir dans sa tâche de réconciliation et de reconstruction du pays, dans la paix, la transparence et la fraternité, car c'est pour tout Ivoirien digne de ce nom un impérieux devoir que de contribuer à la réussite de sa mission. Le ministre des Affaires présidentielles, Ouattara Ibrahima, accepte la main tendue de l'ancien président de la Cour suprême. L'honneur est immense en ce qui me concerne. Vous voyez que j'ai la voix étreinte. Doyen Tiakone, je venais à cette cérémonie, mais je ne m'attendais pas à cet acte
qui a été posée par vous ce soir. Comme on dit chez nous, je pense que c'est le cas chez vous. Une faute reconnue est totalement pardonnée. Je me ferai fort de transmettre au président de la République ce message fort que vous avez eu à donner ce soir aux populations ici réunies. Un message de cohésion, un message de rassemblement, et je voudrais vous en féliciter très sincèrement. Mais je voudrais, et je pense que c'est le cas pour toute ma famille, vous dire ici aujourd'hui que nous avons pardonné, nous avons pardonné, nous avons pardonné. Après la cérémonie de remise du bâtiment de la nouvelle sous-préfecture de Gbangbo-Guinée, les cadres de la région ont exhorté la population de Gbangbo-Guinée à s'impliquer davantage dans le processus de réconciliation.